Bonjour, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à vouloir s'engager dans des projets d'innovation managériale et adopter des pratiques innovantes telles que par exemple l'évaluation par les collaborateurs de leur manager ou encore la latitude laissée à n'importe quelle personne dans l'entreprise de prendre l'initiative sans qu'il n'y ait de validation hiérarchique. Certaines y parviennent, d'autres n'y parviennent pas. Elles se posent alors deux questions. La première, pourquoi ça n'a pas marché? Et la deuxième, qu'aurait-il fallu faire pour que ça marche? Bien évidemment, il y a beaucoup de raisons qui pourraient expliquer le fait que l'entreprise ait des difficultés à s'approprier de nouvelles pratiques managériales, mais il y a une raison qui semble commune à la plupart de ces entreprises. Elles n'ont pas pris le temps d'identifier les raisons pour lesquelles elles pourraient échouer dans la mise en œuvre et l'appropriation de leurs pratiques. Alors pour mieux comprendre les raisons pour lesquelles certaines entreprises ont des difficultés d'appropriation, il faut revenir au moment où elles décident de mettre en œuvre l'idée. Généralement, les pratiques managériales sont soit décidées par la direction ou des managers, ou issues de groupes de travail, de groupes de réflexion, composés bien souvent de personnes volontaires qui sont assez enthousiastes à l'idée de s'approprier de nouvelles pratiques managériales innovantes. Mais à bien y réfléchir, ça représente entre 5 et 10% d'effectifs. Donc ça veut dire que potentiellement 90 à 95% des salariés n'ont pas été acteurs de la décision d'adopter une nouvelle pratique. Et c'est bien souvent d'elles que viennent les difficultés. Il semble donc totalement légitime qu'un certain nombre de collaborateurs n'adhèrent pas et ne souhaitent pas s'approprier ces nouvelles pratiques. Il y a un côté gratifiant quand on est consultant, c'est de voir des entreprises se mettre en mouvement pour adopter de nouvelles pratiques innovantes. Il y a un côté parfois frustrant qui est que lorsque l'on vient quelques mois plus tard, on s'aperçoit qu'en fait ces pratiques n'ont jamais été adoptées. Donc comment faire pour faciliter l'appropriation de ces nouvelles pratiques managériales? Il existe un exercice assez méconnu en France, assez redoutable de mon point de vue, qui a été proposé dans les années 80, qui consiste à poser deux questions. La première question, vous êtes dans 6 mois, et vous vous apercevez que la pratique managériale que vous avez décidé de mettre en œuvre est un véritable échec, personne ne se l'est approprié, ça ne marche pas du tout, vous allez m'expliquer pourquoi. Ça permet d'identifier les freins à l'appropriation. La deuxième question consiste à reprendre chacun des freins qui ont été évoqués et à se demander ce que l'on a appris et ce que l'on aurait dû faire que nous n'avons pas fait. Le pré-mortem a pour objectif de prendre le temps d'identifier des freins qui sont présupposés, puisque c'est une construction mentale, afin de définir un plan d'appropriation qui soit le mieux adapté à l'entreprise. Alors certains diront que ce n'est absolument rien de nouveau et qu'on le fait déjà depuis des années, notamment à travers l'analyse des risques. Oui, mais ça n'a absolument rien à voir, pour plusieurs raisons. La première différence, c'est que lorsqu'on est en analyse des risques, on est dans un rapport à temps présent-futur. Je dois anticiper, imaginer ce qui risque de ne pas marcher. Donc on est dans une hypothèse. Alors que dans le pré-mortem, on est dans un rapport futur-passé, c'est-à-dire qu'on se projette dans le futur et on part du présupposé que ça n'a pas marché. Et ça, c'est déjà complètement différent. L'analyse des risques est un outil de pensée stratégique et de leadership, donc assez compliqué de critiquer finalement une idée ou un projet dont on est à l'origine et dont on est extrêmement fier. Lorsqu'on est dans l'analyse des risques, on est quand même animé par un esprit positif parce qu'on est content d'avoir trouvé une idée. Et donc, je vais vous le montrer tout à l'heure, on est victime d'un certain nombre de biais cognitifs qui nous empêchent finalement de faire preuve de réalisme, ce qui n'est pas le cas dans le pré-mortem qui est animé par le relativisme et le réalisme, où là, on aborde le sujet en étant totalement adulte, adulte qui est une des postures, je vous rappelle, fondatrice de la culture de la co-responsabilité. Il m'arrive fréquemment, lorsque je termine d'animer des ateliers sur l'innovation managériale où les entreprises souhaitent expérimenter de nouvelles pratiques, de leur faire cet exercice avant de nous quitter pour deux raisons. La première raison, c'est que le pré-mortem nous permet de lutter contre un certain nombre de biais cognitifs que ne permet pas l'analyse des risques. Je vais vous en prendre deux à titre d'exemple. Le premier, c'est le biais attentionnel. Le biais attentionnel, c'est une tendance qu'a une personne à raisonner en fonction de son humeur. Alors bien évidemment, on imagine assez facilement que lorsqu'on est en groupe de travail, après une bonne journée, assez conviviale, on est plutôt animé par le positif et donc on a du mal à aborder le négatif, ce qui est quand même l'un des objectifs du pré-mortem. Le deuxième est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est la tendance que l'on a à privilégier les informations qui vont conforter, confirmer nos présupposés et nos idées préconçues. Donc ça veut dire qu'on met de côté tout ce qui ne nous convient pas. L'objectif du pré-mortem étant de
partir du principe que ça a échoué, ça permet de lutter contre ce biais de confirmation et de prendre en considération toutes les informations, positives ou négatives. Par ailleurs, je trouve le pré-mortem très intéressant parce qu'il autorise les râleurs à râler. C'est vrai que dans les entreprises, lorsqu'on propose un projet, on n'aime pas trop entendre des critiques. On a tendance à penser que les gens sont réfractaires au changement, alors qu'il se peut qu'il y ait des râleurs qui aient des bonnes idées. Or, il y a deux types de râleurs. Il y a celui qui râle parce qu'il est jamais content, et puis il y a des râleurs qui râlent parce qu'en fait, ils veulent vous envoyer des signaux, vous prévenir d'un certain nombre de risques que vous n'auriez pas vus. Tout à l'heure, j'ai expliqué la différence entre une analyse des risques et un pré-mortem, mais je sais que ce n'est pas toujours évident de bien comprendre la différence. Alors, je vais vous donner un exemple. On va prendre l'exemple d'un mariage. C'est-à-dire que vous allez à la rencontre des mariés, le jour de leur mariage, et vous êtes en analyse des risques et vous allez leur demander les raisons pour lesquelles ils divorceraient. Ils vont vous regarder en disant n'importe quoi, on est en train de se marier. Et puis de toute façon, ils ne divorceront pas parce qu'ils s'aiment. Donc c'est difficile d'imaginer un divorce quand on est en train de se marier. Quand on est en pré-mortem, on ne pose pas cette question. On va voir les mariés et on leur dit voilà, nous sommes dans 15 ans, vous venez de divorcer, vous allez m'expliquer pourquoi. Alors bon, on pourrait avoir des exemples d'arguments du type bah oui, de toute façon, il pensait qu'à lui, c'est qu'un égoïste, ou alors de toute façon, elle voulait me changer, elle n'arrêtait pas de me faire des reproches. Je vous donne un exemple totalement fictif. Cet exemple permet de prendre conscience qu'il est beaucoup plus facile d'exprimer des freins avec le pré-mortem qu'avec une analyse des risques. Si vous avez envie d'expérimenter le pré-mortem, il faut bien prendre conscience qu'il repose sur un état d'esprit très spécifique, et notamment des postures particulières, comme par exemple l'humilité. Le pré-mortem se fait en dehors de tout ego, sinon ça ne marche pas. Le deuxième, c'est la bienveillance. Beaucoup de temps va être consacré à la critique. Donc il faut exprimer des critiques avec bienveillance et pas pour casser le projet. Et le troisième, c'est l'authenticité. Il faut s'autoriser à dire tout ce qu'on pense. Pour rendre les choses un peu plus concrètes, je vais vous donner deux exemples de restitution de travaux de pré-mortem de deux entreprises différentes. Donc, le premier exemple est un pré-mortem qui a été fait par une entreprise dans le secteur industriel qui a souhaité mettre en place une pratique collaborative intitulée Amendement et suppression de règles et processus lourds. L'idée derrière, c'est de permettre à tous les collaborateurs de pouvoir avoir la possibilité de remettre en question un process s'il estime qu'il n'est pas créateur de valeur et qu'il est complètement dépassé. Donc le groupe de travail s'est réuni et a répondu à la question pourquoi ça n'a pas marché. Je vais vous donner deux réponses. Le premier, c'est que eh bien, en fait, on n'a pas su faire la différence entre les règles qui pouvaient être soumises à amendement et celles qui ne le pouvaient pas du fait d'une réglementation. Et le deuxième, c'est que l'amendement et la suppression d'un certain nombre de règles a généré des tensions au sein de l'entreprise, notamment entre les nouveaux et les anciens. Alors pourquoi? Parce que les nouveaux avaient tendance à vouloir supprimer les règles qui ont été initiées par les anciens. Donc une fois que ces freins ont été identifiés, deux actions ont été proposées. La première, c'est avant de mettre en place cette pratique, bien clarifier les règles qui sont soumises à amendement et celles qui ne le sont pas. Et la deuxième consiste à soumettre au vote au niveau de l'équipe les règles à amender ou à supprimer. Je vous donne un deuxième exemple de pré-mortem qui a été réalisé dans le secteur hospitalier, où un groupe de travail a décidé, pour faire vivre la valeur bienveillance sur laquelle ils avaient travaillé, d'instaurer un processus de déclaration quotidienne des humeurs. C'est-à-dire que tous les matins, les collaborateurs déclarent leurs humeurs avec une bille et choisissent la couleur de la bille. Vert, je vais bien, orange, je vais plus ou moins bien, et rouge, je vais pas bien. Donc, après leur avoir posé la question pourquoi ça n'a pas marché, on a trouvé un certain nombre de freins, je vais vous en citer que deux. Le premier, c'est personne n'a joué le jeu. Et le deuxième, c'est que le procédé de déclaration, donc les billes, ont été jugées trop profondins et donc n'ont pas suscité l'adhésion. Donc en réponse au frein personne n'a joué le jeu, les participants ont décidé de demander préalablement aux collaborateurs de déclarer s'ils avaient envie d'adhérer à cette nouvelle pratique, ce qui n'aurait pas été fait avec une analyse de risque. Et pour répondre au deuxième frein, il a été décidé que les modalités de déclaration des humeurs soient définies par les collaborateurs, soit sous forme de météo, feu tricolore ou smiley par exemple. J'avais envie de partager avec vous le pré-mortem parce que je pense qu'il est indispensable lorsque vous voulez innover en matière de management, notamment compte tenu de la rupture qu'il y a entre la relation parent-enfant et adulte-adulte telle qu'on l'a évoqué dans d'autres vidéos.
de procéder systématiquement à cet exercice pour bien vous permettre d'identifier les freins présupposés et donc de définir un plan d'appropriation adapté. Les retours d'expérience que j'ai sur le sujet démontrent que la quasi-majorité des freins sont essentiellement d'ordre humain. Et donc l'intérêt du pré-mortem, ce qu'on ne trouve pas forcément avec l'analyse des risques qui est très centrée sur l'organisation, ce qui permet de révéler un certain nombre de résistances d'ordre relationnel qu'il est possible de traiter, du coup, beaucoup plus facilement. Je pense personnellement qu'il vaut mieux se mettre en condition d'échec que d'échouer. J'espère que cette présentation vous sera utile et je vous dis à bientôt.